Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 19e épisode des UBBistes. Ravi de vous retrouver un peu plus tard que les autres semaines. On enregistre le mercredi midi pour des raisons de calendrier personnel et je suis toujours évidemment avec il famoso Yannou. Salut Yann. Salut mon Cyril. Bon, ça s'est mal fini, mais on s'est quand même régalé samedi dernier devant notre écran. On a quand même pas mal de choses à débriefer, non? Ouais, moi je trouve que c'était un bon match. Bon, c'est frustrant. Ça fait deux matchs très très frustrants, mais ça reste un bon match. Je pense que les non-supporters de l'UBB ont dû voir un beau match. Les chanceux, et en tout cas un bon point de bonus défensif ramené de Bayonne. Mais avant de commencer, on tient à remercier de nouveau l'ancien coach de Yann et actuel coach des espoirs en charge de la contre-attaque, Richard Darambit, pour sa disponibilité et sa gentillesse. Pour ceux qui n'ont pas écouté encore l'épisode hors série de la semaine dernière, il est dispo sur toutes les plateformes sur lesquelles vous pouvez évidemment d'ailleurs vous abonner aux UBBistes. Programme chargé hein, aujourd'hui. Débrief donc du coup de cette défaite à Bayonne. Un point sur le classement du top 14 qui a un peu bougé. Et gros focus sur Clermont avec le copain Romain qui est doucement surnommé Brocket James sur Twitter. On vous invite à aller voir sa page. Très cool Romain. Et on terminera ensuite par les nombreuses actus du club et la présentation d'un espoir que tu as particulièrement apprécié ce week-end, Yann. Mais on Ouais. passe tout de suite au match. Quand tu gagnes, tu perds, bon évidemment il vaut mieux gagner les matchs. Mais que à la fin du match, putain, on a passé un bon moment quoi. On va faire un résumé rapide du match. On va pas trop se repencher sur les détails, notamment parce que c'était déjà 5 jours et qu'il faut absolument qu'on passe à autre chose et qu'on oublie cette défaite. Mais les Bordelais ont bien lancé leur match avec un premier essai amené par le rookie Ion Etchegaray qui récupère un ballon haut, casse un plaquage, perce sur 40 mètres, lève la tête et sert un petit bijou de ballon au pied pour Nico Deporter. Mais à la pause, c'est Bayonne qui mène de 8 points grâce à une grosse supériorité en mêlée fermée notamment, une belle assise défensive aussi. Et il faut attendre l'heure de jeu pour que l'UBB plante ses banderilles classiques comme elle sait si bien le faire, grâce à un Etchegaray qui est intenable, puis à un Temo Mathieu qui conclut en fait deux belles actions collectives. Mais c'est ensuite Bayonne qui va inscrire deux essais par Bruni et Bordelais. On reviendra sur ces actions un peu plus tard. Et on croit arracher le match nul à 2 minutes de la fin sur un quasi-essai de Rohan van Rensburg. Mais l'essai est refusé par l'arbitre. Et c'est finalement Maxime Lucu qui transforme un avantage pour ramener le bonus défensif. Score final 36-32. Pas mal de choses à en redire et on va commencer comme d'habitude par les points d'amélioration. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Premier coup de pied franc, deuxième pénalité. Oh! Mais il nous casse les couilles là! Et le premier point négatif, moi, c'est vraiment cette première mi-temps, la conquête, que ce soit les mêlées fermées, comme je le disais, où on a été pénalisé quasi systématiquement, ou les touches, où on a deux touches qui sont perdues, notamment une action d'essai pour nous, donc potentiellement 7 points de perdu. Ça a été assez catastrophique, même si la touche je mets un peu à part parce que en soi dans le match c'est moins pire que la mêlée sur cette première mi-temps. Et malheureusement c'est l'ancien de la maison Hugo Boniface qui a été pris par la patrouille et qui a été pénalisé quasi systématiquement. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, la conquête, alors en mêlée formée, on a beaucoup subi de la 0 à la 36e minute. Et on peut pas dire que ce soit collectif, puisqu'après, quand Jeff est rentré à gauche, ben, on a plus pris de pénalité depuis. Donc pour moi, c'est une petite faillite individuelle de Boniface qui, alors je pense, il y a plusieurs raisons, parce qu'il prend quand même, je crois qu'il prend 5 pénalités. Donc il en prend 4 en mêlée. Une qui est un peu difficile, je l'accorde, en fait il sort pas assez vite du ruck et donc le Trenini indique que ça gêne les déblayeurs et donc du coup on prend une pénalité. Mais 5 pénalités c'est beaucoup trop. On a eu de la chance
qu'ils prennent pas un carton jaune. D'ailleurs, c'est pour ça que Bru a montré à l'arbitre que voilà, c'est bon, on sort ce joueur, on le met hors jeu, pas de carton jaune, on repart à 0 quoi. Et lui qui a été bâillonné de 2016 à 2022, tu penses que ça a joué, tu vois, là, en termes de pression? Parce que tu mentionnais d'ailleurs la semaine dernière, est-ce que Bru va nous faire jouer les anciens bâillonnés, etc. Est-ce que tu penses que ça participe au fait que bah, tu veuilles trop en mettre, que tu te mets trop de pression, notamment sur les mêlées? C'est les deux points. Il y a le premier point, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que Hugo a voulu trop l'en faire en fait. Donc il a voulu quand il est dans l'excès, c'est jamais bon lui. C'est-à-dire qu'il est souvent pénalisé quand il commence à faire un peu n'importe quoi, à vouloir trop mettre de l'intensité. Parfois il s'est un peu emballé. À un moment il me fait une passe de 20 mètres. Bon t'es pilier, essaye de chercher Ouais. un peu moins loin, tu vois. Surtout qu'il y avait une solution. Ouais. Oui, il cherche l'ailier alors qu'il a une solution un peu plus proche. Un peu plus Sur abordable en une fait. contre-attaque, après, oui, il est en bout de course un peu plus compliqué. Mais tu vois, ça c'est quand il veut vraiment trop en faire. Et je pense aussi, il faut pas négliger que les bonnes performances qu'il a eues, il les a eues aussi avec un pilier droit qui était Carlos Sadi et qui avançait. Et en fait, effectivement, quand Carlos Sadi travaillait son gaucher et arrivait à enfoncer son gaucher, la mêlée avançait en fait. Et donc de fait, ces poussées qui sont parfois un peu en travers se voyaient moins parce que globalement la mêlée était dominante. Là, le problème, c'est que Big Ben, c'est pas le meilleur droitier au monde pour casser en fait la gueule de son gaucher. Lui, en fait, le but de Big Ben, il a souvent fait ça, c'est qu'il va caler la mêlée. C'est-à-dire qu'il va tendre les pattes et il va attendre et la mêlée elle va pas bouger. Et Boniface, lui, il a essayé de travailler son droitier dans l'excès et en fait les observables ils sont dégueulasses. C'est-à-dire qu'il a le cul qui part à gauche, il essaye de pousser, après il pousse vers le haut. Alors que je pense que quand t'es avec Big Ben, ce qu'a fait très bien Jeff, et ben en fait c'est que tu cales la mêlée quoi, c'est-à-dire que tu mets tes appuis bien bas, ton dos droit et après tu mets tes appuis le plus loin possible et tu résistes en fait. Tu tentes pas de faire des petits pas pour faire ta poussée parce que tu vas te désaxer. Et avec Sadi tu peux le faire parce qu'il arrive à prendre le pas sur son pilier gauche. Avec Big Ben, il faut t'adapter quoi. Et surtout voilà, tu prends une pénalité, OK, on va dire une deuxième, mais là il en a pris 4 quoi, tu vois, au bout d'un moment Ouais. règle-toi quoi. Et puis en face, c'était pas Tevita Tatafou, mais Tadji, c'est un client quand même en pilier droit, hein. Ouais, bah de toute façon ils ont deux bons droitiers hein, et même alors côté il est blessé, ils ont un numéro 3 qui est aussi intéressant en mêlée fermée, mais effectivement Tagui et Tatafou sont deux beaux clients, même si Tagui est quand même moins fort en mêlée, de toute façon, on l'a vu hein, après c'était quand Jeff est rentré, il y a rien qui bougeait quoi. Et après, ouais, en deuxième mi-temps, du coup, ça a été beaucoup mieux la conquête. Et pour continuer sur la conquête, en première mi-temps, c'était assez visible parce qu'on a raté deux touches, un lancé pas droit et un lancé un peu trop long, il me semble. C'est ça ouais. Mais qui coûte quand même une action, donc c'est toujours très frustrant quand bah, t'arrives pas à scorer et que on perd une touche alors qu'on a une vraie opportunité de scorer. Et en deuxième mi-temps, là c'est encore plus pénalisant parce que tu rates qu'une touche. En gros, on finit à 10 sur 13 aux touches, donc ce qui est pas excellent, mais ce qui est pas cata. On est à 77%. Je sais pas si c'est dans nos standards ou pas sur la saison, mais on a pu faire pire. Par contre, elle coûte très cher ces touches. Donc un ballon d'attaque où on peut scorer et surtout cette fameuse touche de Konorsa où il comprend pas l'annonce et bah, il bras cassé, il lance pas et derrière on se prend un essai des Bayonnais qui joue vite sur deux temps de jeu. Ouais, ben c'est ça, on a raté des touches et des touches visibles. Donc, alors après la première touche où c'est un fond de bloc et Max lobe le fond. Moi, je pense que j'étais d'accord avec le staff. Hein, il fallait prendre les 3 points à l'extérieur. Je pense qu'il faut qu'on essaye de marquer le plus possible, surtout quand il nous manque tous nos facteurs X. Prends les points quoi, prends les points, ça fait reposer les mecs, tu marques et puis tu colles toujours au score. Ce qu'a fait très bien Bayonne, hein. Bayonne on n'a pas dit de petits mots mais sur eux, mais globalement ils ont fait un match solide en conquête contrairement à nous. Camille Lopez ils ont pris tous les points. Et puis après ils ont eu des joueurs un peu extraordinaires, notamment Bruni qui nous a mis Ouais. la misère toute la partie, qui est probablement l'homme du match. Et puis aussi j'ai bien aimé le second qui nous a bien fait chier dans l'occupation quand il est rentré, il a envoyé Ouais, des en quilles fin de match. en fin de match, il nous a un peu gardé dans notre camp.
Mais ouais, Effectivement, c'est quand même ça à mettre au crédit des Bayonnais, c'est qu'ils ont fait un gros match en face. Hein, donc je trouve que c'est à la fois frustrant du coup cette défaite, mais du coup, bah en fait, faut aussi rendre c'est une la équipe, pièce aux Bayonnais, c'est ils ont fait un gros match quoi. c'est une équipe du top 4, tu vois. On rencontre pas, c'est le top 14 déjà est très dur, surtout quand t'es à l'extérieur. Et là, tu rencontres une équipe qui est invincible chez elle et qui est plutôt dominante, qui a ses forces vives, même s'il manquait deux joueurs clés qui sont Makala notamment et Tatafou, etc. Mais c'est quand même, enfin, c'est une très belle équipe, quoi. C'est cohérent ce qu'ils font. Et tu les as secoués, parce que j'ai rarement vu Bayern se faire autant trouer si facilement derrière, en fait. Ouais. On en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que on a trouvé des solutions. Ouais. Et pour finir sur les touches, celle de Connor, c'est quoi? C'est incompréhension principalement du talonneur. Ouais, je pense que c'est le lancement de jeu, c'était pas celui-là. En fait, en plus c'est assez rigolo parce que quand on regarde la touche, on voit Matthew qui fait non parce qu'il dit c'est pas ça l'annonce. Parce que juste avant, 5 minutes avant, ils ont fait voilà en première intention, premier bloc, bam, Matthew, c'est quasiment inarrêtable. Et en fait, je pense que ça doit être une feinte de premier bloc pour après faire sauter Petit juste derrière. Donc il devait attirer le premier bloc saut Bayonnais, parce que c'était une touche à 5 je crois, et en fait il devait faire sauter derrière Petit, et malheureusement il a pas compris ça. Par contre il faut que... Alors je sais que c'est compliqué, mais à la limite tente quoi, lance. Oui, Voilà. c'est ça. Éviter le bras cassé, parce que c'est le pire truc. Tu te lances même pas, donc tu te laisses même pas l'opportunité d'attraper la gonfle. Et de toute façon, même si tu fais un bras cassé, tu perds la balle. Donc que ce soit une interception sur ta touche ou un bras cassé, au final, c'est à peu près la même chose. D'autant plus que, tu vois, pour avoir décrypté un peu du coup l'action, Guido Petit, c'est pas possible de faire ça. En fait, ce qu'il fait, donc il y a bras cassé, les Bayonnais récupèrent le ballon. Et lui, leader du coup quand même du vestiaire cadre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre un soufflon à Konorsa qui, il sait qu'il a merdé quoi. Il va lui mettre un soufflon, il va aller dans les 5 mètres pour vraiment aller limite tête-tête avec Konorsa. Et pendant ce temps-là, t'as les Bayonnais du coup qui jouent vite. Mais eux, ils ont même pas capté en fait que Guido Petit et Konorsa étaient hors de l'action. Et en 3 temps de jeu, ils marquent l'essai. Et pendant ce temps-là, t'as Guido Petit et Konorsa qui sont en train de s'embrouiller. Et en gros, ils reviennent au niveau de l'action au moment où Bordelais inscrit l'essai. Et moi, je trouve ça d'une part aberrant que tes leaders, en fait, tu t'encourages tes coéquipiers, tu dis c'est pas grave, on se replace. En fait, tu le vois, Maxime Lucu, il le fait très bien. Avec, tu vois, il dit directement à ses coéquipiers de se replacer. Il va pas aller chercher à embrouiller le mec qui vient de faire une erreur. Et de la deuxième raison, c'est que un mec qui fait une erreur, tu l'embrouilles pas, quoi. Tu l'encourages et tu le mets droit et t'enchaînes, quoi. Puis si tu l'embrouilles quand le jeu il est bloqué quoi. Arrêtez. Mais surtout que Parce que c'est pas constructif, quoi. En fait, tu vas le mettre dans des encore plus mauvaises dispositions. Le mec, il est au fond parce il sait qu'il a fait une erreur. Tu vas ensuite le mettre plus bactère, du coup, en plus sur ce rôle-là où ça joue quand même beaucoup au mental, tes lancers et la compréhension des annonces. Si le mec il est au fond, enfin, c'est pas constructif du tout, quoi. ouais, et puis en plus il se replace pas quoi. Et il se replace pas, et Parce Guido que Petit ça non plus. c'est normalement faute, hop, tu sais que ça peut jouer, tu te replaces à 10 mètres et après si à la limite tu peux lui faire la remarque quoi, mais t'es pas obligé de l'engueuler effectivement. Tu peux lui faire une remarque en lui disant là non c'est ça putain, tu fais chier mais voilà. Bon, Oui, si après, vraiment ça t'aide à extérioriser ta colère, tu lui dis tu fais chier, mais tu te replaces, et là voilà, en fait, tu te prives de 2 avants sur la défense de ton but alors que t'es allé bâillonner à 10 mètres de ton but, à 5 mètres. Voilà, en fait, t'as zéro chance de pouvoir éviter cet essai. Je dis pas que l'essai il n'aurait pas été inscrit si il s'était replacé vite, mais c'est des erreurs à ne pas refaire. Voilà, c'était mon petit cri, non tu as cri de raison. gueule. Mais tu vois, parce que tout le monde s'est focalisé quand même sur Konorsa, sur notre touche, sur le fait que voilà, il nous coûte le match. Alors, ça coûte cher cette touche, oui, mais pour moi, l'erreur qui est à ne pas faire, c'est celle de Guido Petit. Non mais tu as raison. Ouais. Un autre joueur qui a été pas mal décrié du coup après le match, c'est Joey Carberry, notamment sur son jeu au pied. Alors il fait des diagos qui n'ont pas trouvé preneur, notamment j'ai souvenir de une en première mi-temps sur Samu. Il Ouais. y a un direct en touche. Euh, Au pied, ça n'a pas été ça. Mais moi, j'ai trouvé très bon dans l'animation, vraiment de faire vivre le ballon dans cette ligne des 3 quarts. Il a trouvé Van Rensburg en deuxième mi-temps sur une super percée.
En fait, je trouve que jusqu'ici, on le trouvait un peu timoré ou en tout cas trop réservé, qu'on retrouvait pas le Carberry qu'on avait vu sur ta vidéo qui balance des grandes diagos, qui est libre et qui va vraiment amener des solutions qu'on ne voit pas forcément nous devant notre télé. Et là, du coup, maintenant, il est plus en confiance et il tente plus. Bon, là, c'est raté, mais pour moi, il faut qu'il continue, quoi. Ouais, pour le coup, bon, il a raté une diagonale qui était trop profonde. Après la deuxième, elle a trouvé preneur sur Samu. Donc moi je l'ai trouvé plutôt bon dans l'animation. Après là où il est pas fort, mais je suis pas surpris. C'est les renvois, je trouve qu'ils sont pas assez bien tapés et la longueur au jeu au pied. Mais effectivement, je pense pas que ce soit son point fort. Moi, quand j'ai regardé les matchs du Munster, là où il était bon et c'est clairement dans l'animation, les coups de pied tactiques, etc. C'est là où je l'aime bien. Et d'ailleurs sur la percée de Van Rensburg, c'est lui qui fait la bonne course, c'est lui qui porte le ballon jusqu'au dernier moment pour que Van Rensburg soit dans l'intervalle. Je sais pas si on aura le temps de décrire cette action, mais après on a eu exactement la même action en deuxième mi-temps, enfin en deuxième mi-temps, c'était toujours en deuxième mi-temps, mais faite par Max quand il était passé 10, et on voit qu'il a moins bien porté le ballon, et donc du coup il y a pas eu de décalage. Ouais, c'est ça. En gros, son apport est moins visible que ses petits défauts et ses faiblesses au pied. Pareil, quand il y a des pénales touches, des trucs comme ça, je trouve qu'effectivement, peut-être qu'il assure trop et qu'il pourrait chercher des. Bon, remarque, quand je dis il assure trop, non, parce que des fois, il les trouve pas. Donc, Là il y a trop, oui, oui. mais tu sens que ouais, il est pas à l'aise, quoi. Il est pas à l'aise, c'est pas son point fort, le pied. Effectivement, ça s'est vu ce samedi. Après, voilà, j'ai vu des commentaires qui étaient quand même, qui décrient quand même beaucoup son jeu. Bah, il joue quand même plutôt bien dans l'animation, donc voilà, faut aussi modérer les jugements. C'était pas un grand match de sa part, mais c'était pas un match si cata, ou en tout cas il a rattrapé un peu avec son animation. Côté autre point d'amélioration, mais ça c'était quand même prévisible, Pizza Moualel, c'est pas non plus son poste, quoi. Non, mais par contre, c'est quand même assez surprenant parce que va foutre un troisième ligne à l'aile, j'ai trouvé plutôt cohérent, tu vois, dans le positionnement, tu vois que c'est un mec hyper intelligent et qui a beaucoup d'expérience. Parce que il était placé au bon endroit. Bon, à un moment, il s'est fait déborder parce que il a pas les cannes, quoi. Forcément, quand t'as 15 mètres face à un ailier qui va vite, c'est foutu. Mais j'ai trouvé plutôt adroit sur les ballons hauts, plutôt bien placé dans la couverture. Donc j'aimerais bien le voir en troisième ligne. Oui, par contre, oui. Voilà, le voir jouer en fait. Parce que Ouais. je pense qu'il amènerait beaucoup de vitesse et c'est quand même un joueur intelligent. Et en fond de terrain, il pourrait être pas mal. Tu Non, vois. mais t'imagines, ça faisait 2 mois qu'il avait pas joué. Jeudi, il arrive à l'entraînement, on te dit, alors, tu vas jouer, par contre, tu vas jouer en 11 ou en 14. Donc, estime-toi heureux quand même de pouvoir fouler la pelouse de Jean Daugé, quoi. C'est ça, ouais. Mais bon, effectivement, il a dépanné, c'est du dépannage. Je l'ai mis dans les points d'amélioration, mais c'est vrai que c'était pas non plus horrible pour un match où c'était pas son poste. Effectivement, on a quand même vu qu'il manquait de vitesse. Ouais, c'est ça. Mais bon. Par Mais bon, contre, c'était c'est. plus Mathieu, tu vois, à la base, quand on s'était dit qu'il y avait potentiellement un troisième ligne qui allait jouer elle, je pensais plutôt directement à Mathieu. Mais Mathieu, je pense qu'il a énormément de vitesse, mais par contre, je suis pas sûr qu'il a la même science du placement. Et ouais, Voilà, en fait, je moins pense que c'est. d'expérience. Ouais, lié dans le jeu aérien, etc. Je suis pas sûr qu'il soit aussi à l'aise que Pizzamu. Par contre, ce qu'on peut conclure, c'est que c'est fini pour Révier, quoi. Enfin, le pauvre, là, c'est quand même un gros désaveu. Bah, surtout que, on va en parler après, mais t'en as un qui a surperformé en 15 qu'on n'attendait pas. Et que, ouais, moi je pensais que, tu vois, quand il y a eu la compo qui est tombée, que Révier c'était vraiment pour bah, s'offrir à la fois une solution à l'aile et à l'arrière et pouvoir s'adapter pendant le match si Samou ça va pas ou si Echegaray ça va pas. Là, il a quasiment pas joué encore une fois. Ouais. Donc je pense que, ouais, malheureusement, en plus avec l'arrivée l'année prochaine de Mousquet, Ouais. que ça va être compliqué pour lui. Ouais. Et un autre qui est arrivé du coup cette année et qui, moi j'en attends un peu plus quand même, c'est Swinton. J'ai trouvé, je crois qu'il a été pénalisé 2, 3 fois. Et en fait, je trouvais qu'on le voyait assez peu. Tu vois, on a placé quand même des espoirs sur lui, notamment, tu vois, en novembre, par là, où tu sais, il avait été suspendu contre le Racing et qu'il avait mis du temps et que là, on espérait le voir jouer un peu plus. Là, il a eu sa chance en titulaire, il a pas crevé l'écran, quoi. Non, il a. Alors après, c'est toujours pareil. Est-ce que l'adaptation est compliquée pour lui? Mais il apporte pas ce que nous on avait vu de ce qu'il pouvait apporter, c'est-à-dire un impact physique en fait. C'est-à-dire que mettre des gros plaquages, mobiliser quelques défenseurs avec ses percussions, etc.
Voilà, il est trop timide. Je crois qu'il fait même pas, il fait 3 ou 4 plaquages pour un troisième ligne. C'est trop peu pour ce joueur et ce niveau de joueur normalement. Ouais. Je sais pas si tu as d'autres points d'amélioration que tu t'étais noté, sinon on peut passer au point positif. Et on l'attendait tous, c'est Yon Echegaray qui faisait sa première avec l'UBB. Alors ça fait un moment qu'on entend parler du joueur avec les espoirs qui cartonnait en équipe jeune et qui a eu un peu un petit moment d'arrêt avec des blessures, il me semble. Et là, pour cette première, en tant que 15 de l'UBB, il a crevé l'écran, que ce soit ballon haut, que ce soit coup de pied. Il était parfait, quoi. Ouais, il fait un match. Enfin, c'est un peu bluffant, hein. C'est-à-dire que première titularisation, il a quasiment pas joué en espoir parce qu'il a été bah, pas chanceux quoi. Il a souvent été blessé. Là, il fait son premier match pour un mec qui a été formé à enfin, je crois que c'est Bidart puis BO, je crois, et Ouais, c'est ça. qui joue contre Bayonne à Jean Daugé pour sa première. Franchement, Il bah, s'est rien pas à dire échappé. quoi. Il n'a pas eu les mains qui tremblaient sur les ballons hauts. 5 minutes. Même en défense, hein. Ouais, Il ouais. a envoyé des Je beaux crois qu'il plaquages. loupe un plaquage sur Bruni, mais bon, Bruni, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont loupé des plaquages sur lui. Mais là, pour les ballons, 5 minutes de jeu, une chandelle qui est un peu mal tapée, le centre qui monte un peu trop vite, bam, crochet. Je traverse le terrain, et puis en plus, après, je suis hyper intelligent, je joue au pied, tranquille. Non, franchement, Ouais. Ouais, c'est première action qu'il a en top 14, c'est. ouais, offensivement, tu sens qu'il a des cannes, tu vois, des appuis très toniques. À un moment, il est pareil sur l'aile, il me met deux crochets intérieurs, il arrache l'âme des mecs, quoi. Et la chose vraiment qui m'a le plus impressionné, c'est son coup de pied. C'est-à-dire Ouais. que il a une longueur qui est incroyable. Ah ouais, ouais, t'as l'impression qu'il y avait du vent abusé dans l'autre sens, mais même pas, quoi. Et donc ça, parce que dans le poste de 15, il y a quand même des choses un peu obligatoires qui peuvent te permettre d'accéder au niveau et de performer. Alors effectivement, quand tu as des cannes, etc., ben, c'est très bien parce que tu vas pouvoir relancer. Mais alors, les ballons hauts, alors il n'a pas eu énormément de duels, mais les peu de ballons hauts qu'il a eu, il les a attrapés bien. Il était en dessous du ballon avec un bon timing. Et c'est vrai que le jeu au pied, le jeu d'occupation, c'est ce qu'on demande à un 15. Buros, il a mis énormément de temps à développer sa longueur au pied et son jeu au pied. Alors lui, t'as l'impression que c'est naturel, quoi. Il envoie des ogives Ouais. assez incroyables. Donc ça, tu vas pouvoir clairement t'appuyer dessus et ça va clairement nous soulager et ça tombe merveilleusement bien puisque on a Nance qui est encore blessé et Buros aussi. Donc franchement, chapeau. Ouais, Buros qui devrait probablement revenir pour Perpignan. Bon, un qui, bon, on a l'habitude, qui aussi a fait une grosse prestation, offensivement comme défensivement, parce que j'ai l'image d'un plaquage à deux avec Samu, d'ailleurs, qui envoie le joueur bâillonné en touche, pour ensuite la touche de Connor ça, bon, ça, on en a parlé, mais Nico Deporter, il a été étincelant. Ouais, en forme internationale. Pour le coup, voilà, c'est là où je vois une différence, par exemple, avec le Loup, où c'était aussi un match frustrant qu'on perd à la dernière minute par une bêtise qui est un peu collective et individuelle avec Max, etc. Mais globalement, pendant le match, je me suis senti impuissant contre le Loup. Tu vois, on n'arrivait pas à produire, on se faisait chier, on se faisait pénaliser. Carberry avait marqué des pénalités, heureusement, parce que sinon, on serait vite sorti du match. Là, en deuxième mi-temps, une fois qu'on a réglé le problème de la conquête, notamment de la mêlée, on a trouvé des solutions de partout, quoi. Et un qui était dans tous les bons coups, ben, c'était Nico, quoi. Il a fait qu'avancer. En défense, je crois qu'il loupe même pas. Je crois qu'ici il loupe un plaquage, mais globalement il a cassé énormément de plaquages. Il a avancé, il a franchi. Il est au soutien du premier essai. Et il aurait même pu souffrir, enfin une petite passe décisive, je pense, ou même un essai Ouais, supplémentaire. Pour moi, c'est sur en plus c'est un peu le fait du match parce que je pense que si on marque sur cette action, on gagne le match. ouais, Je pense que Max, son coup de pied est pas très bien exécuté. Il le fait un peu trop derrière sur Nico et ce qui fait que Rebier et Nico sont quasiment sur la même ligne et donc après Nico s'est dit bah, je vais jouer mon duel pour essayer après de faire un 2 contre 1.
Il aurait peut-être dû temporiser, etc. Enfin bon, mais là c'est clairement le tournant du match puisqu'après on reprend des points derrière et alors que je pense que le match était plié, Bayonne aurait pris un coup sur la carafe et on aurait pu terminer tranquillement ce match quoi. Mais Nico, bah voilà, et de toute façon il pourrait performer pour être en équipe de France, mais bon je sais pas si ça sert à grand chose quoi. Alors, on aimerait tous le voir. Après, on est content de l'avoir du coup avec le club, mais c'est vrai que bon, Barassi est devant lui dans la tête du sélectionneur. C'est pas déconnant quand tu vois la saison de Pierre-Louis Barassi, mais bon. Nous, on aimerait évidemment voir le plus de joueurs possible titulaires avec l'équipe de France, mais c'est compréhensible aussi comme choix. Dernier point positif, moi c'est le banc que j'ai noté. Je trouve qu'ils ont apporté, alors pas forcément tous, mais bon, t'as Poirot qui vient caler la mêlée et ça, du coup, ça a vraiment été une plus-value. Van Rensburg qui a porté son impact, qui est quasiment récompensé à la 79e minute par ce qui aurait pu être son premier essai avec l'UBB. Et Johnny Gray aussi qui a été au four et au moulin quand il est rentré. Donc vraiment quelque chose de positif, c'est l'apport de tous ces joueurs qui sont rentrés en cours de match. Ouais, Poirot, bon, on l'a déjà dit, hein, il nous cale tout le match. Et Van Resburg, effectivement, c'est un peu lui qui a l'initiative de toutes nos actions positives. Hein. C'est vrai qu'il fixe bien les défenses, il avance, il mobilise les défenseurs, il a même franchi. Je pense que si on arrive à converger vers lui, c'est pareil, c'est encore une action d'essai. Parce que j'ai pas regardé les stats, mais globalement, je pense qu'on a énormément franchi. Ah voilà, bah si je les ai. Bayonne, ils ont franchi 2 fois. Et nous, on a franchi 8 fois. On a battu Ouais. 26 défenseurs. Donc, on fait une prestation offensive qui est quand même très très intéressante. Et je pense qu'il n'est pas étranger à ça. Donc, il y a cette percée avec le carburé qu'il met dans l'intervalle. Et après, il y a eu ce... Voilà, il n'arrive pas à se récompenser, c'est dommage parce qu'il fait énormément de bonnes choses, il met des impacts, c'est lui qui fait un grattage à un moment dans les 22 où après la mode se prend une énorme cartouche par Touilagui. Mais voilà, il est présent dans le combat, il nous met systématiquement dans l'avancée, mais il n'arrive pas à marquer cet essai quoi. Ça va être frustrant pour lui parce que parce qu'à chaque fois il est pas loin quoi. Ouais. Bah écoute, hein, ça va arriver tôt ou tard, hein. On espère quand même. Sinon vous traversez et puis vous lui faites une passe dans l'embut, tu vois. Et le Johnny aussi qui est en canne, hein, avec ses 2 matchs avec l'Écosse, là il a répondu présent. Oui, clairement, et puis en plus, lui, c'est pas pour rien, hein, quand on agrée est petit, on stabilise la touche aussi. Bon, on a raté une touche. Mais quand ils sont là, je pense qu'on peut pas se permettre, on pourra pas se permettre dans les phases finales de pas avoir 2 sauteurs de niveau international. Donc soit Petit Gray, soit Gray Coleman. Je pense que on peut pas encore se passer de ces mecs. Ouais, bon, on espère qu'on sera au complet pour le printemps. Voici pour les points positifs du match, mais en tout cas, gros match quand même de top 14. Je crois que c'est dans le petit bureau qui disait que c'était le match à regarder pour les fans de rugby du week-end en top 14. Donc on s'est quand même régalé. Bon, on s'est bien bouffé les ongles, mais on s'est quand même régalé. Et bon, le résultat n'a pas été celui qu'on aurait espéré, mais il faut maintenant très vite rebondir parce que le top 14 continue avec la réception de Clermont ce dimanche soir. Mais avant toute chose, on va faire un petit point sur le classement. Tu finis 7ème, 8ème, 9ème, 10ème, tous les ans. Tous les ans. Et assez rapidement sur le classement qui a un peu bougé. Alors, c'est malgré le fait de prendre un point à l'extérieur chez le quatrième, c'est l'UBB qui fait la mauvaise opération de la journée devant, sachant que Toulouse est allé gagner à Clermont ce dimanche soir et que Toulon est allé gagner aussi, alors c'était pas à Montpellier, c'était à Béziers, Ouais. face à du coup Montpellier et du coup ça se resserre puisqu'on était premier et on est désormais deuxième derrière Toulouse qui a 55 points et on est égalité avec Toulon avec 52 points et derrière suit du coup Bayonne 43 points et un peu plus loin encore Clermont et Castres avec 38 et 37 points. La Rochelle est sortie du top 6 et Lyon revient petit à petit avec 3 victoires consécutives sur le top 6. Bon, il va falloir quand même recommencer à engranger les points. On a eu un petit coup d'arrêt qui n'est pas dramatique parce qu'on avait de l'avance. On vient de perdre 2 matchs consécutifs.
mais il va falloir réagir contre Clermont. Ouais, clairement. Il faut qu'on regagne. Voilà, on a eu 2 matchs où ouais, voilà, les faits de jeu sont pas tombés. Voilà, on n'a pas eu la chance qu'on a eu en début de saison contre Montpellier et contre Bayonne. Voilà, là, la pièce est pas tombée du bon côté. Ça fait 2 fois d'affilée. Et voilà, il faut qu'on regagne bien si possible. Vu l'équipe, bon, on en parlera tout à l'heure, mais vu l'équipe qu'on peut aligner, on peut, si on arrive à résister devant, on peut même aller chercher un point de bonus. Voilà, mais en tout cas, il faut regagner pour retrouver cette confiance et pouvoir enchaîner pour le dernier sprint avec les moments importants qui vont arriver, puisqu'après c'est Perpignan et le Stade Toulousain. Ouais, tu vois, moi j'aime bien regarder les confrontations de l'an dernier et faire un petit comparaison. L'an dernier, on avait pris 5 points contre Clermont à domicile. Ce serait quand même bienvenu de faire la même chose, même si on a plus peur de perdre plutôt que de ne pas avoir le point de bonus offensif. Donc ça va être assez chaud dimanche soir contre Clermont à Chaban. Et si on regarde le classement britannique, en fait c'est assez similaire au véritable classement. C'est-à-dire que Toulouse est premier avec, alors je prends le classement britannique strict, donc qui pondère les victoires à l'extérieur, mais qui ne prend pas en compte les bonus offensifs ou défensifs. Et c'est Toulouse qui est en tête avec 18 points. Et derrière, il y a Bordeaux et Toulon qui sont égalité. Donc ça ressemble quand même beaucoup au véritable classement. Mais tout ça pour dire qu'on n'a pas vraiment de points de retard ou d'avance par rapport aux résultats à l'extérieur et à domicile. Maintenant, il faut qu'on gagne tous les matchs à domicile qu'on va avoir en commençant par dimanche, mais on va aussi avoir Toulouse à la fin du mois de mars, dans un mois quasiment exactement. On va aussi recevoir La Rochelle et surtout un match qui sera très important, c'est le déplacement à Mayol. Je crois que Toulon reçoit Bordeaux et Toulouse. S'ils perdent à domicile sur l'un des 2 matchs, ça peut être plus compliqué pour eux parce qu'on voit que Toulon a soi-disant un calendrier qui est un peu plus favorable. Mais le problème, c'est que si tu perds à domicile, derrière, il faut quand même réussir à regagner à l'extérieur, quoi. Donc, moi, je le trouve pas si favorable que ça, le calendrier de Toulon. Mais en tout cas, ça nous offre une deuxième partie de top 14 qui va être passionnante. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que là, on a un top 6 qui est divisé en deux, quoi. Là, pour Ouais. le coup, on a les trois qui vont, même si Toulouse, je les vois un peu en avance. Bayonne est quand même pas mal. C'est-à-dire que Bayonne peut quasiment assurer son top 4 parce que clairement, ils vont les affronter bientôt. Donc voilà, il y a Bayonne peut s'assurer ce top 4 qui serait quand même une belle performance. Et nous, on va batailler jusqu'au bout, pour passer devant Toulon et accéder directement aux demi-finales. Ouais, il me semble que Bayern va à Toulouse là. Ouais, mais c'est ça, c'est que ça fait Toulouse et après je crois qu'ils reçoivent Clermont, parce que je crois que Ouais. Clermont se déplace 2 fois. Donc tu vois, Clermont ils peuvent se retrouver euh, au-delà du top 6 quoi. Ce serait bien venu une petite victoire bayonnaise, tiens, à Ernest Vallon en match doublon. J'avoue, c'est possible. Bon, mais Toulouse ils ont quand même 2 ou 3 équipes qui sont quand même sérieux, hein. Ils en ont mis 35 à Clermont ou Ouais. 33, il y a pas de débat quoi. Non, il n'y a pas de débat. Bon, écoute, on suivra ça ce week-end. Et pour continuer la preview de ce week-end, du coup, on passe à la présentation du match de Clermont. Je vais te dire ce qui me tarde. C'est ce qui me tarde, hein, de sentir l'odeur des merguez. Et ce dimanche à 21h, l'UBB reçoit Clermont pour le compte de la 17e journée de Top 14. Clermont qui est actuellement 5e de Top 14 et qui nous avait battu un peu plus tôt dans la saison, même si on avait ramené quand même un bon point de bonus défensif du Michelin grâce à un essai de la dernière minute de Thémo Mathieu que Yann avait évidemment raté puisqu'il avait éteint sa télé de rage. Et pour nous parler de cette belle équipe de Clermont, on reçoit aujourd'hui Romain qui est plus connu sur X sous le nom de Brock James. Salut Romain. Et salut à vous, merci de votre invitation pour venir parler de ce match qu'on attend notamment du côté de Clermont pour voir si on arrive à rebondir après la double défaite au Michelin notamment et le match un peu impasse, enfin pas impasse mais où on est passé complètement à travers à Pau donc l'histoire pour nous de réagir, à voir maintenant comment les joueurs vont le faire, comment le staff va gérer ce match également. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, c'est que vous faites une bonne saison, vous êtes quand même 5e, mais quand même sur une dynamique assez mauvaise. Je regardais les derniers résultats, c'est que vous êtes sur
sur les 5 derniers matchs, vous êtes sur 4 défaites. Ouais, complètement. Et sur 4 défaites et un match où, on va dire, on le gagne, mais où Van mérite de le gagner. En tout cas, la Rabine, 19-20, où ça se joue qu'à un point. Et en Ouais. fait, sur les derniers matchs, on observe que tous les matchs se jouent à un essai, que ce soit Coupe d'Europe, Top 14. Bon, là, même si on focus peut-être un peu plus sur le Top 14. Mais c'est aujourd'hui, on est à 4 points de la 9e place également, même si on est à la 5e. Et alors que c'était pas le cas au début de saison, on avait on va dire une sorte de tapis un peu confortable, on était un petit peu au niveau de Bayonne. Et là maintenant, on se retrouve à 2 déplacements compliqués face au 2e et au 4e, où on peut sortir rapidement des 6 et voire être en danger, pas en danger de relégation non plus, on est parce qu'on a quand même un tapis assez confortable, mais un tapis où on peut sortir des 6, ce qui était l'objectif de début de saison. Ouais. Et selon toi, c'est quoi un peu ce qui a changé avec le début de saison? Nous, quand on avait fait la preview du premier match du coup chez vous, on avait identifié vraiment qu'il y avait un gros pack, il y avait surtout une grosse force à domicile, que le Michelin était un peu une forteresse imprenable. C'était plus compliqué à l'extérieur, mais que voilà, vous pouviez compter là-dessus pour engranger les points. Ouais, totalement. En fait, on a vraiment une équipe avec une grosse conquête, un gros jeu devant, une solide défense également. On sait que Clermont marque la plupart de ses essais par ses avants. On doit être aux alentours peut-être de 70% d'essais marqués par les avants. Et dans ces 70%, je compte les essais où Raka va faire du pick and go et ça va être des essais d'avant, quoi. Mais donc c'est des essais globalement devant. On a un jeu qui est construit dessus aussi avec un pack où des joueurs de niveau international ou presque de niveau international, notamment Kremer du côté argentin, mais on a aussi des joueurs qui font des allers-retours en équipe de France. Je pense à Montagne, je pense à Tixeron, et des joueurs qui ont déjà fait les allers-retours, notamment Fischer. Donc on a quand même une base très solide devant, une grosse défense, une grosse conquête, et en fait ce qui est plus le cas depuis 2-3 matchs au final, où en conquête on se fait prendre par le jeune pack toulousain, on se fait prendre par le pack palois. En défense, j'ai l'impression que mentalement les mecs ils y sont plus trop, t'as un défaut de communication totale, où ça monte plus en ligne, c'est plus vraiment l'équipe où tu vois. Tu te disais après la victoire à Castres de 50 points, alors encore une fois la victoire contre Castres de 50 points où on met 8 essais dont 7 devant, mais t'avais un pack quoi, les mecs ça discutait, tu sentais qu'il y avait une équipe, et là t'as l'impression qu'ils sont en train de plus en plus perdre les mecs, et en plus de ça tu relis tout ça avec le fait que depuis le début de saison on n'ait fait aucune rotation, et t'as des mecs qui en peuvent plus quoi, qui sont presque cramés. Notamment je pense à Newsom, que moi personnellement en poste de 15 je trouve qu'il est pas à son poste, plus ailier, mais bon il dépanne avec les blessures de Hamdaoui, avec les blessures de Juran notamment, mais un manque de lucidité, et tu vois le joueur est très bon et fait de bonnes choses, mais par match tu fais une boulette presque niveau fédéral qui va te coûter tellement que tu mets un joueur qui en fait une, le deuxième qui en fait une, le troisième, et tout ça aligné fait que tu perds très vite le fil du match, t'imposes pas ton rythme, tu subis tout le temps le rythme de l'adversaire, peu importe l'équipe. Donc des fois c'est bon signe, tu joues contre un La Rochelle, contre un Leinster, tu t'adaptes à leur rythme, donc tu vas bien jouer. Mais tu vas aussi jouer contre une section paloise il y a 3 semaines qui propose rien en première mi-temps, tu t'adaptes au bout de 20 minutes à leur rythme et tu craques quoi. Et c'est un peu dommage. Parce qu'on avait une bonne dynamique, on était bien dans les 6, et que maintenant on se retrouve quand même bien en danger avec des équipes qui arrivent derrière, qui poussent, notamment le Loup qui revient bien, le CO qui fait toujours d'excellentes prestations, le MHR qui prend un revers quand même à Béziers, mais qui a une équipe très solide je trouve, et qui va être un bon concurrent pour le top 6. Et du coup ce qui a été fait en début de saison où on se disait bon ça devrait être tranquille, les 4-5 premiers ça devrait être dessiné, et ben on se retrouve à devoir à peut-être faire l'impasse complète sur l'Europe et se concentrer uniquement sur le top 14 quoi. Ouais, complètement. Et c'est vrai que derrière, ça pousse fort, même si ouais, tu as des équipes comme le MHR qui marquent un petit coup d'arrêt aussi. Et tu mentionnais du coup le fait que vous avez vraiment essoré les mecs depuis le début de saison. C'est notamment dû à un manque de profondeur d'effectifs, selon toi, ou c'est plus la gestion qui a pas été bonne? On voit d'ailleurs que contre Toulouse, il commence à y avoir de la casse aussi. Ouais, il y a un peu un mix de tout. Déjà, on n'a pas été épargné sur les blessures, c'est vrai. Tu vois, notamment derrière, t'as Newsom qui joue tous les matchs, mais parce qu'il y a aussi pas mal de casses. Mais en plus de la casse, il y a pas que ça. Il y a aussi, je trouve, un management qui est trop ancien temps, on va dire, avec la non-utilisation de jeunes sur toute la saison.
Tu fais pas d'impasse à Toulouse, tu fais pas d'impasse à Leinster, tu fais pas d'impasse à La Rochelle. Tous les matchs, tu te dis bon, on se teste, les gars, on va voir où c'est qu'on est. Sauf que tu dis, t'as ce même discours depuis 4 mois. Je pense que déjà rien qu'au niveau de l'effectif et de tes joueurs, ça passe plus quoi, parce que t'es censé savoir à un moment où tu es. Et tu essors complètement les types. Je vois Saïd qui joue tous les matchs. Et le gars à 34 ans, ça peut pas. Au bout d'un moment, il y a bien un moment où tu vas avoir un manque de lucidité qui va te rapporter. Fritz Lee qui joue tous les matchs. Et après, t'as toujours ce truc, est-ce que les jeunes ont le niveau de pouvoir jouer en professionnel? Ça, tu le sais, tu peux le savoir que si tu les fais jouer, quoi. Typiquement, t'as Fall qui joue, quand il joue les matchs, c'est absolument excellent. Je comprends pas qu'il soit plus utilisé, notamment au niveau de l'aile, du second centre, voire même de l'arrière. Et là, vu les blessures, honnêtement, je comprendrais pas que Fall soit pas dans la compétition pour jouer à Bordeaux. Et t'as ces trucs t'as quand même des arrivées, notamment de Belobre en second centre, voire en premier centre, parce que t'as de la classe complète avec Moala qui est sur, on va dire, un peu une fin de carrière où il lui reste peut-être 1 à 2 saisons à tenir et il veut absolument rester au niveau, donc il se donne beaucoup. Du coup, tu te retrouves avec beaucoup de blessés, notamment sur les lignes arrière. T'as un manque de profondeur, mais aussi un manque sur la construction de l'effectif de base, et tu manques de 3/4 quoi sur l'effectif. Et si tu fais pas jouer tes jeunes, tu les intègres pas, tu te retrouves en fait bloqué à 30 joueurs que tu peux aligner sur une composition. Alors que tu prends un exemple avec Toulouse qui envoie des jeunes à La Rochelle qui font un bon match, même si au début tu penses qu'ils allaient pas ramener le point de bonus défensif, tu vois. Tu te dis, bon, tu les envoies, tant pis, ça les fera jouer, ça leur fera de l'expérience. Et en même temps, ça construit un groupe aussi. Aujourd'hui, Toulouse peut faire jouer 50 joueurs, Clermont peut en faire jouer que 30. Et ok, t'as les blessures et le manque peut-être de fraîcheur, peut-être, on n'a pas l'effectif du Stade Toulousain non plus, c'est évident, mais Personne. ne l'a, hein. Personne ne l'a, mais disons que tu peux augmenter la taille de ton effectif, tu peux augmenter la qualité de ton effectif en ramenant les jeunes, ce qui n'est pas le cas actuellement, quoi. Mais Urios, de toute façon, il a toujours. Pardon Cyril, mais Urios, on avait un peu le même problème quand il était chez nous. C'est vrai que la rotation est compliquée. Il s'appuie sur des hommes forts qui fait jouer tout le temps. Et forcément, parce que même si tu t'es pas obligé de faire des impasses, tu vois, si tu t'encadres 2-3 jeunes ou 4 jeunes, tu les fais jouer dans ton effectif, mais tu mets un pack titulaire ou tu mets un jeune dans le pack avec entouré des papas, tu prends pas un énorme risque, tu vois, surtout à l'extérieur. Donc c'est vrai que c'est un peu une énigme de voir ces gestions. Où il faut attendre le blessé pour voir le jeune. C'est vrai que nous, c'est ce qui s'était passé. Yoram, il débute comme ça. Il débute parce qu'on a plus de centre, dispo et donc on le lance. Mais je trouve ça un peu dommage. Je préfère les intégrer avec des papas, quoi. Ouais, c'est exactement. C'est comme ça que Derrick Carrière arrive à Clermont également. Hein. C'est les blessures d'un mois là l'an passé où on lance Derrick Carrière sur la saison et au final, on se dit il est pas mauvais ce jeune. On va peut-être l'intégrer à l'effectif. Tixeran, il avait déjà du temps de jeu il y a 2-3 ans, mais il y a eu un peu moins de temps de jeu. Jono, c'était pareil l'an passé. Et au final, au moment où on commençait à être dans le mal, et les supporters, où il y avait pas mal de coups de gueule, notamment des supporters là-dessus, où il commence à instaurer Jono, et il se dit, pour leur faire plaisir, je vais le mettre capitaine, je vais l'instaurer capitaine. Après, est-ce que le capitana, est-ce qu'il faut le donner à un jeune comme Jono? Ça, c'est un autre débat. Moi, je suis pas forcément pour. Tu vois, on le voit un petit peu les limites, notamment, on le voit très bien dans le Massif Central avec Carbonneau du côté de Brive ou Journeau du côté de Clermont, où il y a trop de responsabilités d'un coup et ça va avoir de l'impact sur leur niveau de jeu direct. Et au bout de 6-7 mois, peut-être que oui, d'accord, ça va marcher et ça va être correct, mais disons qu'il y a une transition, je trouve, trop violente chez un jeune qui a besoin d'être capitaine en top 14. C'est vrai que pour le coup, de notre côté, c'est un peu différent dans le sens où on va avoir des joueurs introduits de temps en temps, comme on a eu nous Romain Gardra, on a eu Yon Echegaray ce week-end, Zinedine Awad, Jacques Ngambous, qui voilà, font des petites feuilles de match par-ci par-là, petit à petit, pour combler des absences. Et on voit aussi par exemple un Nico Deporter. Alors il a un peu plus d'expérience qu'un Jono pour l'instant, mais tu vois, il a été capitaine en début de saison. Le faire de temps en temps et lui donner des responsabilités de temps en temps, ça peut être intéressant. Ouais, c'est ça. Ouais, sur des sortes de matchs, on va dire un peu impasse où tu fais tourner à l'extérieur, tu vois, ça peut être intéressant d'avoir un Jono capitaine, par exemple. Après, le reste du temps, en Europe, c'est Fritz Lee capitaine pour l'usage de l'anglais. Je suis quasi certain que c'est pour ça. Mais
tu vois un papa du pack qui soit capitaine, notamment quand tu vois les discours d'avant-match, quand tu vois ce qu'il apporte sur le terrain, je pense que c'est pas déconnant de mettre un Thomas Saïd sur ce rôle-là, quoi. Ok. Et pour revenir un peu sur du coup, le match de Toulouse et les blessés, nous on a vu Raka, Moala qui pourrait être absent contre Bordeaux. Alors Raka, Moala, Tozem peut-être question aussi. Après j'avoue que j'ai pas vu je sais qu'il y a une liste qui est sortie il y a pas longtemps où au final on a eu beaucoup de blessés sur ce match de Toulouse, mais que il y a pas tant de blessés que ça par rapport à ce qu'on a vu sur le match. Mais Ok. de toute façon, on va être forcément impacté par ces blessures et où il va falloir peut-être faire de la rotation, notamment c'est surtout sur les postes de centre et d'ailier au final où on a pas mal de casse, où on avait déjà de la casse déjà. Mais on va pouvoir compter sur les retours de pas mal de joueurs. Bah, il y aura Simonet qui sera là, il y aura peut-être, je sais pas encore si Amdaoui, ça sera pour ce match ou pour le prochain, mais on va commencer à avoir le retour de ces joueurs-là, en plus de pourquoi pas l'utilisation de jeunes comme Fall qui peuvent rentrer dans l'effectif. Donc bon, ça va pas être l'équipe, on va dire type de Clermont, mais ça, je pense pas qu'il y a un très gros impact sur la composition qu'on pourra envoyer à Bordeaux ou à Bayonne la Ok. semaine d'après. Voilà, vous enchaînez du coup Bordeaux et Bayonne. Et sur le match de Bordeaux, tu mentionnais que Urios fait assez peu tourner. Du coup, il faut qu'on s'attende quand même à avoir une équipe compétitive pas loin d'une équipe type, quoi. Ouais, et puis on connaît on va dire le passé de Urios avec l'UBB et c'est quasi sûr qu'il va vouloir, on va dire, montrer du caractère. Surtout qu'on vient vraiment de prendre une sacrée gifle et bon, c'est un peu dans le management d'Urios de piquer les gars. Tu sors de 2 défaites au Michelin. Il va avoir envie de mettre ses cadres et de dire ah ben voilà maintenant montrez-moi que vous avez envie, montrez-moi que vous voulez jouer au rugby quoi. Et c'est quasi sûr qu'il va mettre des cadres pour on va dire répondre à ce qui s'était passé à Toulouse et puis il va se dire de toute façon que s'il n'y a pas de meilleur moment dans l'année pour se déplacer à Bordeaux que pendant les doublons, bon évidemment c'est pas chose faite, ça va être compliqué, mais si t'as un moment dans l'année où t'as envie de mettre une grosse équipe pour challenger Bordeaux, c'est forcément pendant les doublons. Donc je suis quasi sûr que si tu vas avoir une équipe basée qu'avec les titulaires, avec très peu au final de rotation, et s'il y a rotation, c'est qu'il y a des joueurs blessés quoi. Et du coup, petite question, parce que je trouve que dans ce qui manque dans le pack qui avait fait vraiment, qui m'avait impressionné notamment en Europe, parce que vous étiez quand même une des meilleures équipes en contre en touche, c'est la présence de Rob Simons, qui je trouve est vraiment un énorme joueur. Et tu sais où il en est? Enfin, c'est vrai que je le vois plus depuis quelques feuilles de match. Alors, je sais pas s'il a eu une grave blessure ou quoi. Alors grave blessure non, il devrait être de retour notamment pour je pense pour Bordeaux, il me semble qu'on a le retour de Lannen et Simons pour Bordeaux ou pour le prochain match en tout cas. Et voilà, Simons c'est le genre de joueur il fait partie des joueurs majeurs de l'effectif qu'on a très peu eu malheureusement et mais malgré tout, on a réussi à avoir une phase où tu perds 2 joueurs en deuxième ligne et tu te dis ça va être compliqué, surtout ces 2 numéros 4 et tu te retrouves plus qu'avec des joueurs assez physiques. On a malgré tout une bonne saison d'Iato qui descend sur ce poste de deuxième ligne, qui apporte beaucoup à cette équipe. Et bien sûr que moi j'attends le retour de Rob Simons avec impatience, notamment en touche. Bah, quand t'as Simons, Tixeron dans ton effectif pour jouer les contres en touche, disons qu'on on est vraiment pas emmerdé. Et ça fait partie de nos forces, tu vois, les conquêtes, défense, les avants, notamment que malheureusement on voit plus récemment et j'espère que ce retour de Simons va ramener une dynamique notamment sur les touches défensives notamment côté Clermontois. On va se régaler. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Du coup, nous, on en a parlé un petit peu sur le débrief de Bayonne. Bon, il va falloir faire mieux, être mieux coordonné, parce que si en face on a des gros contreurs, ça peut vite descendre en dessous des 70% en touche pour nous, quoi. Non, mais c'est sûr en plus parce que enfin, ils ont contré quand même des grosses touches même d'Europe, hein, parce que Leicester, ils les ont martyrisés avec justement Simons, etc. Nous, c'est clairement notre point faible. Voilà, il faudra qu'on trouve d'autres moyens de récupérer le ballon. Je pense qu'il faudra tout miser sur les contre-attaques, mais en touche, ça risque d'être assez pénible. Surtout qu'il nous manque des sauteurs. C'est un peu l'opposition de style au final, ce Clermont-Bordeaux, où t'as une équipe qui joue à fond avec ses avants sur la conquête, et où Bordeaux, c'est totalement l'inverse, avec les 3/4, plus sur le jeu de déplacement, sur l'occupation en pied, et c'est vraiment... c'est assez bizarre à pronostiquer ce genre de match, parce que tu sais jamais qui va prendre l'avantage sur... si c'est les avants d'un côté qui vont prendre l'avantage, si c'est les 3/4 de l'autre,
Et du coup, c'est ça qui est un peu étrange sur ce genre de rencontre. Ouais, ben nous, on va prier fort pour qu'il fasse beau et qu'on puisse déployer du jeu parce que sinon, ça va être effectivement un peu compliqué. Mais avant de s'attarder sur Bordeaux, toi, les attentes du coup sur ce genre de match à l'extérieur, c'est réussir à vraiment dominer devant hein, pour aller chercher un résultat? Ouais, c'est un peu, tu sais, type le match parfait à l'extérieur où tu vas embêter complètement dans les rucks l'équipe adverse, tu vas ralentir le jeu, tu vas mettre en difficulté aussi les phases de ruck adverse, donc pourquoi pas avec des grattages ou avec un gros jeu d'avant, et essayer de scorer le plus possible évidemment, de 3 points, ou sur les phases où tu vas pouvoir aller chercher des molles, notamment sur les touches molles, où on est bon les spécialistes du championnat, voire, voire même d'Europe, hein, sur la touche molle, c'est vraiment la spécialité de la maison. Et là, ce que j'attends surtout, c'est les retours de blessures, voir comment ça va réagir, surtout après la double défaite au Michelin. Voir comment les gars fait double défaite. Il y a eu Bristol entre temps, mais je parle top 14 évidemment. Et j'attends de voir comment ça va réagir parce que là, pour l'instant, là où on voyait une équipe, on va dire en novembre-décembre. Là, c'est plus le cas depuis un petit peu de temps et voir comment les gars vont enfin réagir. En défense, tu vois que ça parle plus trop, voir un peu cette cohésion. Je pense notamment que le match de Toulouse, tout le monde a fait un peu la gueule, que ce soit le président, que ce soit la présidence du coup, le coach ou les joueurs. Donc c'est surtout, j'attends une réaction de l'équipe, ouais, notamment. Ok, bah écoute, on espère pour toi qu'il y aura cette réaction. Nous, de notre côté, on espère un peu plus quand même que ça se passera un peu comme l'an dernier à Chaban où on avait assez facilement du coup disposé de Clermont, mais les conditions n'étaient pas les mêmes. C'était plutôt en avril, il me semble, et on avait une équipe complète. Même si là, du coup, on va pouvoir aborder un peu la composition possible de l'UBB avec une grosse news. Du coup, on enregistre cette semaine le mercredi midi et mercredi matin, la grosse news, c'est que Jalibert et Maxime Lamotte rentrent sur Bordeaux ce mercredi. Alors pour des raisons médicales, ils sont souffrants, mais du coup, il y a quand même des chances qu'on les voit ce dimanche. Yann. Ouais, bon, ça dépend ce que c'est comme maladie, mais dimanche soir, c'est pas impossible. Tu vois, si c'est une gastro, bon, ils font pas le voyage, mais par contre, ils pourront s'entraîner tranquillement vendredi et pour voir dimanche. Donc c'est une possibilité. Après, si c'est le même virus qui traîne que tout le monde a chopé, Penaud, lui, ça lui a pris 3 semaines, mais à fou, il a fini à l'hôpital. Bon, on va le laisser au repos, quoi. Ouais, après ça semble quand même, vu les tensions un peu avec le staff et les Bordelais, avec Penaud qui rentre aussi, Ah, tu crois que c'est ça, diplomatique? ça Tu peut crois être que... diplomatique. Bah, Ah, après, ok. de toute façon, on verra dimanche, enfin déjà samedi avec la compo, mais c'est pas, ça me paraît pas impossible que ce soit diplomatique, surtout que du coup Mathieu Jalibert était protégé pour le match de Bayern, tout comme Damien Penaud d'ailleurs, et qui ne seront pas sur la feuille de match à Rome. Moi, ça me paraît bizarre, et que côté joueur, on a aussi envie de jouer, et que ça peut être diplomatique pour éviter que les médias s'emparent un peu du sujet et qu'on refasse les mêmes discussions qu'en novembre où Mathieu Jalibert était retourné sur Bordeaux pendant la semaine. Là, si on dit que c'est à cause d'une maladie, c'est peut-être un peu mieux pour tout le monde. Mais du coup, je vais te proposer une composition. Yann et Romain, tu peux aussi participer et nous donner ton avis si tu as envie. Du coup, première ligne, Jefferson Poirot qui avait bien stabilisé la mêlée à Bayonne après la sortie de Hugo Boniface. Konorsa qui va devoir réviser un peu ses systèmes de touche. Et Bentami Funa, j'hésitais avec Falatea, mais je me dis en soi, sur le pilier droit, tu peux commencer avec Tamifuna qui enchaîne. Ouais, moi j'aurais commencé comme ça. C'est la première ligne qui a bien tenu. On a pris 0 pénalité, enfin on l'a évoqué tout à l'heure, hein, mais on a pris 0 pénalité quand Poirot est rentré à la 36e. Donc voilà, il faut rester avec cette première ligne et Boni, il faudra le faire rentrer plutôt dans les dernières 20 minutes, quoi. Ouais, plutôt sur de l'impact à la fin. En deuxième ligne, classique, enfin classique. Bon, ça fait longtemps qu'on les a pas eu, mais petit Caso. Bah du coup ouais, de toute façon on n'a pas de... Gray sera avec l'Écosse et Coleman, je sais pas où il en est, il est toujours blessé je pense, donc on va être obligé de partir avec eux, ce qui est très bien, qui est une bonne Et seconde ligne. Ricard potentiellement en backup. Ouais, je pense. Donc ça, de toute façon, c'est assez classique et pour le coup, on retrouve un peu de profondeur sur la deuxième ligne. Et en troisième ligne, je mettrai Gazzotti qui enchaîne, Mathieu qui enchaîne,
accompagné de Diaby pour le combat. Ça me va aussi, ça me va aussi. Peut-être que alors tu mets peut-être sur le banc Samu, mais j'aimerais bien le revoir un peu en troisième ligne. À l'aile, ça va quoi. Je veux dire, Euh, l'avantage de Samu maintenant, c'est que t'as du coup un joueur qui peut jouer troisième ligne ou ailier sur ton banc, quoi. Il y a de la polyvalence. C'est clair, mais bon, tu vois quand même il a pas assez de pattes pour jouer ailier, mais troisième ligne, je pense qu'il nous ferait du bien. Il est quand même assez en canne. Je l'ai trouvé plutôt à l'aise. Donc face à une équipe où on va devoir faire beaucoup de déplacements, je sais pas. Peut-être que je tenterai le coup de Diaby et ça fait un profil un peu plus hybride parce que on a que petit comme sauteur international quoi. Mathieu qui est un jumper mais qui est encore très jeune. Donc est-ce qu'on n'aurait pas un profil hybride pour essayer de faire quelques sauts que Diaby qui bon Diaby il saute aussi mais bon moins bien que Samou je pense. Ok. Bon, écoute, on verra. Toi, sur ce pack, Romain, t'as des impressions, un avis ou pas? Bah, je pense que c'est le genre de pack où, tu vois, pour contrer ça, où on va avoir, on va dire, une continuité avec une deuxième ligne plutôt solide, soit un Yato, soit un Site en 5, suivant qui tu veux faire souffler. Et après, quand même une troisième ligne très solide, je trouve. Peut-être que la solution va se trouver au niveau de notre première ligne. Je sais pas qui c'est qu'on va vouloir aligner, mais notamment sur la conquête. Donc ça va être tout ce qui va être mêlée touche et ça va être le point le plus important. Où on va avoir, si on a le retour de Simons, si on a la titularisation de Tixeron, où je pense que on va pouvoir un peu se régaler en touche pour les contres notamment, pour instaurer aussi une bonne conquête sur des pénalités qui vont partir et sur des débuts de molle. Après, voilà, la vraie interrogation, ça va être est-ce que on va quand même sortir de ces deux derniers matchs où on se fait quand même casser la bouche sur les conquêtes face à des équipes où sur le papier on est censé être un peu plus en place. C'est toujours une interrogation et je pense que tu as quand même de l'expérience dans ce côté UBB. Bah, je pense à un Poirot, tu vois, sur le côté gauche. Associé avec la jeunesse d'un Gazzotti qui est frais, qui apporte beaucoup au niveau impact, qui porte beaucoup les ballons. Donc ça va être ça va être un bon challenge et c'est ce genre de match où si tu veux répondre, c'est bien de se tester aussi là-dessus quoi. Ouais, complètement. Je pense que ça va faire une bonne bataille. Et nous, si on arrive à corriger les problèmes vus à Bayonne, notamment sur la mêlée et la touche, même si la touche n'était pas si catastrophique que ça, mais ça a coûté cher, ça peut être intéressant dimanche soir à Chaban. Côté trois quarts, une charnière un peu inédite cette année que je vous propose avec Yann Lesgourg, vu que Maxime Lucu sera lui à Rome, et Mathieu Jalibert, du coup, que j'espère être remis de cette petite maladie. Bon, Yann, tu vois ça toi aussi? Ouais, bah de toute façon c'est ce qui se fait de mieux sans Max quoi. Donc de toute façon on peut pas faire mieux. Ouais. Voilà, si Mathieu est dispo et qu'il peut jouer, il faut le mettre direct titu. Hein. Il y a pas à Ça, réfléchir. je pense pour le coup que l'absence de Lucu, c'est peut-être moi le joueur qui me fait le plus plaisir de pas voir quoi du côté de Bordeaux. Parce que après sur d'autres postes, bon évidemment il y a toujours Penaud de Porter, Jalibert, mais sur d'autres postes il y a quand même beaucoup de talent côté bordelais. Et même si Jalibert apporte énormément à ce groupe, j'ai l'impression que Lucu c'est vraiment le déclencheur, le mec qui va t'apporter. C'est aussi le leader de l'équipe, donc l'absence de Lucu est quand même assez importante de notre côté. Ouais. Complètement. Mais écoute, c'est bien d'avoir un avis externe parce que c'est nous ce qu'on se répète depuis le début de saison, c'est que s'il y a un joueur qui est très difficilement remplaçable cette saison et même la saison dernière au sein de l'UBB, c'est Maxime Lucu pour sa défense, pour son leadership, pour son jeu au pied, et que derrière, bah, le deuxième neuf qui est Yann, qui pourtant fait une bonne période en ce moment, il est plutôt pas mal. Bah, t'as quand même une grosse différence et effectivement sur rien que le jeu d'occupation c'est pas la même que Maxime. Ouais, de toute façon il y a rien à dire. Le jeu d'occupation de Max, il est extrêmement important. Après, on attend un peu, mais il y a quand même on a trouvé un petit pied quand même Ouais. assez incroyable. Ouais, Donc on on va verra. déjà en parler dans le débrief, mais on va bah, peut-être, je sais pas si elle est dans ma compo ou pas, en parler juste après. Dans les ailes, du coup, Rétière et Penaud, ce qui est quand même un peu inespéré pour ce match-là, qui je pense peut faire des gros dégâts. Et au centre, premier centre, Van Rensburg, qui lui était remplaçant à Bayonne, et Nico Deporter qui a été monstrueux. Donc
Là, cette ligne-là, elle me plaît quand même pas mal du 11 au 14. Ouais, de toute façon, moi j'avais un peu peur de. C'était le match qui me faisait le plus peur, ce vrai doublon contre Clermont, et on s'en sort quand même pas mal. Hein. Si on arrive Sur le papier. ouais, sur le papier, si on arrive à aligner ça, parce que sinon on devait se taper du, tu vois, et on aurait dû faire peut-être aligner Tapouaille, Rébier qui joue plus, ou Samou Alel. Voilà, là on arrive, c'est un peu un coup de chance que Galtier ne veuille pas de Penaud. Ouais, comme tu disais sur Twitter, c'est peut-être une vengeance par rapport à la claque reçue. Ah, la fameuse, la fameuse. Ah, ils s'entendent bien, c'est des copains. On n'a aucun Clermontois en équipe de France. En plus, on nous envoie pas Penaud en disant que ce week-end on est italien, quoi. Bon, voilà. Du côté de Clermont, ça va soutenir la Squadra Azzurra, quoi. Ouais, après, pour revenir complètement sur la ligne de trois quarts, si franchement on gagne pas le match devant, on va se faire casser la bouche. En termes de ce que nous on propose, déjà quand tu vois la défense des trois quarts adverses, tu te dis bah nous on est une équipe de handball qui balaye le terrain de gauche à droite, qui essaye de trouver on va dire une sortie et ça des fois ça marche, hein, on trouve des sorties contre des équipes un peu moins rodées qui ont plus de mal, mais même si on trouve ce petit passage là, ce break dans la défense et on n'arrive toujours pas à conclure. Et que fasse une équipe de Bordeaux avec ses internationaux qui est solide en défense, notamment chez les trois quarts, je vois très peu d'espoir d'un essai derrière. Donc il va falloir, ça va se jouer devant, quoi, notamment de notre côté. Après, surtout qu'on a des blessés du côté trois quarts. Tu vois, je pense notamment à Moala qui aurait fait du bien en 12 pour casser un petit peu ce rideau Van Reesburg de Porter. Et ce qui n'est pas le cas, donc en plus si tu nous enlèves le seul joueur créatif au centre qu'on a actuellement avec Tozin, bon, va falloir gagner devant, quoi. Mais écoute, on vous le souhaite pas trop non plus. Je comprends. Et pour finir notre compo, bah, tu mentionnais un 15 avec un gros coup de pompe qui nous a ébloui samedi. Du coup, j'ai mis Carberry. Non, je plaisante, j'ai mis Yon Etchegaray et Carberry du coup sur le banc par contre parce qu'il offre du coup une solution en 10 et en 15 qui est très intéressante par sa polyvalence. Mais ouais, Yon, en fait, t'as juste envie de le revoir. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, toutes les qualités qu'on a énoncées plus tôt, mais là, t'as envie qu'il fasse vibrer Chaban maintenant. Ouais, non, mais voilà, j'ai envie de voir ce triangle arrière, là, il me plaît bien. Là. Retire Penaud, Etchegaray, et Etchegaray peut compenser la longueur au pied qu'on va pas avoir avec Max, parce qu'il enfin c'est ce qui m'a, enfin je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais ce qui m'a plus impressionné sur lui, c'est il a 60 mètres dans le pied, quoi. Ouais. Ouais, et du coup, mais ballon haut, pied, enfin, il est. En tout cas, sur son premier match, il nous a bien impressionné. Voilà pour cette petite présentation et projection pour le match à Clermont, à Chaban, qui sera, je crois, plein. J'ai pas souvenir d'avoir vu passer de guichet fermé, mais si on aligne une belle équipe et qu'on a du beau temps, j'imagine que dimanche soir, ça va se remplir tout doucement. En tout cas, merci Romain. C'était un plaisir de briefer ce match avec toi. C'était très cool. Eh ben, de même, chose que j'avais jamais fait jusque-là, mais c'était marrant l'exercice de travailler là-dedans. Et merci à vous déjà pour l'invitation, c'est sympa de votre part. Et je vous souhaite bon courage pour dimanche. Normalement, je devrais peut-être être dans les tribunes. Ah, C'est pas encore sûr, j'attends de voir, il faut que j'attende jeudi ou vendredi, mais justement, c'est pour ça que j'avais vu qu'il restait des places, donc pour l'instant, c'est pas encore à guichet fermé, mais s'ils annoncent les internationaux, c'est pour ça que je vais essayer de me dépêcher de prendre une place pour ouais. venir. Ça risque de partir comme des petits pains les dernières places. Bah, tu me diras du coup si tu es en tribune parce Ouais, que très j'y bien, serai pas de sujet. aussi. Et vous pouvez du coup retrouver Romain sous le nom Brockhead James sur X où ça parle beaucoup de Clermont avec humour. C'est des pages de supporters adverses qu'on aime beaucoup suivre avec Yann parce que c'est toujours dans la bonne humeur et on aime papoter rugby avec ce genre de compte. Donc bravo et merci Romain. Et de notre côté, on passe tout de suite aux actualités du club. On va tout casser là, c'est la décennie bègue là. On va faire rêver. Si on pète pas le boulard, ça va aller. Et pour commencer les actualités du club, un départ qui a été confirmé par le Télégraphe, c'est le départ de Guido Petit qui part au Harlequins, alors qu'on le voyait, enfin on avait entendu des rumeurs plutôt sur l'Île-de-France. Là, visiblement, il change de championnat, Guido.
Ouais, bon, bonne recrue, je pense, pour les Queens. J'espère qu'il va nous faire regretter son départ en faisant qu'il garde ce niveau. Mais bon, ça reste maigre qu'en fait, par rapport aux 3 ans qu'il est resté chez nous, il a été trop absent en fait. Ouais, et c'est pour ça, tu penses qu'on a choisi de pas le garder ou c'est plutôt lui qui avait envie d'autres d'ailleurs? Un peu des deux, je pense. Ouais. Un peu des deux. Il n'y a Je pas une pense pas grande qu'on s'est. volonté des deux côtés, Ouais, quoi. je pense qu'on s'est pas battu pour le garder. Ouais, surtout que ça reste un joueur assez cher probablement. Si effectivement sur les 3 saisons qu'il fait avec nous, il fait que des bouts de saison par-ci par-là, ça vaut pas l'investissement. Surtout que derrière, ça pousse avec des endgame boosts par exemple. Exactement. Mais il faudra quand même essayer de retrouver des secondes lignes pour l'an prochain. On en avait parlé il y a quelques épisodes. Autre nouvelle, c'est Sipili Falatea qui a fait son retour à Marcoussis. Ça, je m'y attendais pas quand ça a été annoncé en fin de semaine dernière. C'est plutôt une bonne chose, je trouve, pour qu'ils reprennent le rythme, qu'ils prennent confiance, que voilà, ils s'inscrivent un petit peu dans ce groupe France. Ouais, ça permet de montrer qu'on l'oublie pas, quoi. Mais il y a quand même une problématique à droite. Il y a toujours Aldeguerri qui est appelé. On a rappelé Slimani. Tatafou enchaîne les blessures. Il y a des mecs qui arrivent pas à confirmer. On a Colombe qui a un peu payé son entrée. Donc bon, Ouais. on, Antonio qui commence ouais, voilà. Donc à c'est vieillir. un vrai objet de discussion, je pense, et une problématique ce poste de pilier droit. Et du coup, toujours à droite, ça a été confirmé par Tanguy sur Twitter. C'est fait pour Sadi. Il y a eu un accord de trouver du coup avec les Bulls. Et du coup, Sadi n'ira pas aux Bulls et restera à Bordeaux la saison prochaine et pour 3 saisons. Donc c'est du coup plutôt une bonne nouvelle. On s'en sort pas si mal finalement. Ouais, c'était ce qu'on pouvait faire de mieux pour moi. Casser ce pré-contrat pour qu'on puisse garder Carlou qui commençait à monter bien en puissance, à dominer en mêlée. Donc voilà, c'est un joueur qui est effectivement non gif mais qui sera présent à 100% et qui est quand même devenu un très bon pilier droit. Ouais, donc vraiment la bonne nouvelle du jour. D'ailleurs, tu vois, on dit saison terminée, mais tu crois que elle est vraiment terminée sa saison ou parce que je connais pas du tout les blessures sur les cervicales ou ça met vraiment beaucoup de temps? Bah, je pense que s'il y a opération des cervicales, je pense que tu dois avoir une récupération 3 4 mois et donc du coup ça fait que t'es déjà Ouais, enfin, c'est terminé quoi. ouais, bah oui, oui, il a 4 mois. 4 mois, on est déjà en juin. Ok. Mais en tout cas, ouais, bonne nouvelle pour l'UBB. On ne sera pas dépourvu la saison prochaine malgré la non-venue de Tatafou. Et d'ailleurs, en parlant de Tatafou, la semaine dernière, du coup, on a vu que l'UBB allait poursuivre le joueur en justice. Ce qui nous a permis de faire un petit débat sur Twitter qui était assez intéressant. En gros, l'idée, c'était de se demander si on était plutôt pour ou contre le fait que l'UBB aille en justice contre Tatafou. Moi, mon avis, c'était plutôt de me dire qu'il fallait qu'on passe à autre chose, qu'on sorte de ce dossier, qu'on n'allait pas mettre en péril financièrement un joueur, même si, évidemment, son club, je pense, se portera garant et l'aidera. Mais voilà, rester assez beau perdant, je dirais, et surtout concentrer nos efforts sur le mercato pour l'an prochain qui n'est pas bouclé. Et voilà, et je pense que aussi ça participe à une meilleure atmosphère, tu vois, entre les clubs, là, donc là principalement entre Bordeaux et Bayonne où c'est déjà assez tendu comme ça. Mais tu vois, d'un autre côté, je comprends aussi tout à fait l'avis c'est d'ailleurs le tien, tu Le vois, mien, où ouais. il Donc faut, il faut demander réparation parce que le préjudice est quand même là. c'est ça. Moi, c'était mon avis, c'est-à-dire que je ne conçois pas que Marty ne le. Enfin, d'ailleurs, j'en veux pas à Marty de faire cette démarche parce que je pense que pour cibler ce type de joueur, ça prend des mois et des mois. Ouais. C'est un haut potentiel et il faut prévoir ça dans ton salary cap. Donc en plus, je pense que tu dois anticiper ton recrutement parallèle par rapport à ce que tu vas lui verser, etc. Donc le fait qu'ils disent non te met en fait dans une merde pas possible parce que ok tu te retrouves avec une masse salariale qui était prévue pour lui et donc tu vas pouvoir recruter. Le seul problème c'est que tu as recruté peut-être d'autres joueurs qui étaient un peu moins forts en gamme
parce que tu voulais faire une place pour lui dans ton effectif, etc. Et en plus, il faut que tu recherches un droitier de haut niveau. Bon, la chance qu'on a eue, c'est qu'on avait Sadi qui est bien à Bordeaux, mais on aurait pu être dans une sacrée merde, donc je pense que c'est pas normal que le président demande un peu une réparation. Voilà. Ouais, mais tu vois, moi c'est aussi mon point, c'est que du coup, t'es dans la merde, bah du coup, concentre-toi sur des solutions. Alors là, il y en a qui ont été trouvées. Mais bon, après, tu vois, pour le coup, je pensais que ça allait être assez unanime sur le fait qu'il fallait demander réparation et que c'est pour ça, moi, j'ai posté un peu en mode unpopular opinion. Et finalement, tu vois, j'ai fait un sondage et il y a eu 400 à peu près votants, un tout petit peu moins. Et en fait, soit c'était du 60-40 ou du 55-45 pour l'arrêt des poursuites. Donc finalement, pas non plus. Bon, après, il fait ce qu'il veut, hein, le président va pas lui dire Ouais, quoi c'est faire, ça. mais tu vois, c'était assez partagé comme avis. Après, voilà, on n'est pas l'INSEE ou Opinionway, on va pas faire des sondages, surtout que parmi les personnes qui ont répondu, tu vois, potentiellement, c'est pas une majorité de supporters de l'UBB, donc il y a peut-être beaucoup de Bayonnais qui ont voté, etc. Donc ça, on sait pas non plus. Mais c'était assez intéressant et en tout cas, on va suivre ce dossier pour la suite. Et concernant la suite, ce sera sans Paul Abadi. Alors bon, il a pas beaucoup joué cette saison. Il a joué un Non. quart d'heure à Castres. Bon, c'était une belle victoire à Castres. Mais il part au Stade Français Paris en tant que joker médical de Brad Weber sur la fin de saison. Bon, on lui souhaite tout le meilleur à ce cher Paul. Ouais, bon, en plus, il est habitué à jouer le maintien. Oh, Bah, pardon. l'an dernier, il te fait 25 feuilles de match avec l'UBB, hein. Non, mais c'est vrai, oui. Ouais, ben Paul, je pense que ça a été une petite erreur de casting. On cherchait un œuf rodé pour suppléer, pour être numéro 3 en fait. Et le problème, c'est qu'on a perdu Yann très tôt. Et L'an donc dernier, ouais. il a été propulsé en numéro 1 assez rapidement en attendant le retour de Lucu. Et après, c'était le numéro 2. Donc je pense que c'était un peu trop grand pour lui. Ça reste un bon joueur de bas de classement de top 14 ou un bon joueur de Pro D2, mais la marche est un peu trop haute, je pense, Ouais. pour un top 3 du top 14, quoi. Ouais, donc clairement, tu vois, je le disais sur Twitter, on peut le remercier pour les fiers services rendus. Après, c'était pas Antoine Dupont non plus, mais l'an dernier, il a quand même assuré le job, même si beaucoup de matchs où on l'a trouvé un peu en dessous, mais ça, c'est aussi son niveau. Donc il a tenu comme il pouvait. C'était lui le 9, tu vois, typiquement quand on va gagner à Mayol l'an dernier. Enfin voilà, il y a Oui. quand même des matchs. Et puis c'est le 9 remplaçant de la finale, hein. La très bonne finale. Ouais, ouais. Bon, au moins, il aura joué une finale de top 14, quoi. 14. Mais Il c'est n'a pas vrai que l'an beaucoup, hein. dernier, on avait pendant un moment Paul Abadi et Théo Nanette et ils ont fait le taf pour quand même que à la fin de la saison, on finisse en finale. Oui, voilà. Donc Non, voilà, il non. faut remercier aussi un peu tous les joueurs, quel que soit leur niveau et aussi voilà, se rendre compte de ce qu'il leur est demandé. Là, il était venu en troisième neuf. Il joue quasiment toute la saison, donc voilà, on lui souhaite le meilleur pour cette fin de saison. Et autre joueur qu'on n'a pas vu depuis un petit moment, c'est notre ami Pierre Beauchaton, le troisième et deuxième ligne de l'UBB. Il était sur Ici Gironde dans 100% UBB ce lundi chez Dominique Bourdeau. Et du coup, il a donné des nouvelles. Et donc, il a été opéré, je crois, en fin d'année d'une hernie discale. En fait, c'était un problème qu'il avait au dos depuis un petit moment. Et du coup, ils ont fait le choix de l'opération pour essayer de laisser ce problème derrière lui. Et il vise le match de Toulouse. Du coup, à peu près à la fin du mois de mars, en tout cas, il a évoqué pour son retour. Donc ça, c'est quand même une absence qu'on a depuis un bon moment qui nous pénalise pas mal et son retour va faire du bien. Ouais, que ce soit en troisième ligne ou en 4, on attend un peu son retour. Il avait fait un très bon début de saison. D'ailleurs, c'est celui amené en équipe de France, donc appelé dans le groupe. Et donc voilà, il faut on hâte de le revoir. En plus, c'est bien, il peut revenir à Toulouse où il avait fait un match monstrueux l'année dernière. Ah ouais. C'est lui qui marque le dernier essai. Il n'y a pas de pied en touche. Et Et même cette année, hein, le match qu'il fait à Toulouse, ouais. il était en deuxième ligne du coup, Oui, exactement. à Toulouse. Je me rappelle où il fait péter des câbles à, je sais plus qui c'était en face. Bah Méafou, c'était Ah, Méafou. c'était Méafou, Ouais, ouais. c'était à Méafou. Il retourne il fait Ah, retourner une Méafou qui lui arrache pénalité. le casque, non? Voilà, c'est ça. Ouais, Et c'est donc ça. la pénalité est retournée. Et donc non, c'est un gros combattant. Ouais, le J'aime guerrier, beaucoup ce hein. joueur et en plus il est aérien.
Ouais, et il peut nous faire du bien, ouais, effectivement, sur les touches. Donc on a hâte de le retrouver. C'est une bonne nouvelle, du coup, de l'avoir dans un mois et qu'il revienne pour le printemps. Concernant les autres équipes, les Lions ne jouaient pas ce week-end, mais recevront ce dimanche à Sainte-Germaine à 14h30 l'AS Romagna, pour ceux que ça intéresse, qui veulent se faire une grosse journée rugby, parce qu'on aura les Lions à 14h30, l'équipe de France à 16h, et du coup les pros, l'UBB à 21h dimanche. Bon, on remarque ce week-end, en règle générale, c'est un gros week-end rugby, parce que tu as aussi les U20 qui font leur destination, qu'on aime beaucoup suivre, qu'on avait pu suivre contre l'Angleterre il y a 10 jours. Là, ils vont jouer contre l'Italie samedi soir, C'est il me ça. semble, Ouais. avec toujours Elijah Ipsayen et Jacques Ngambous qui sont dans le groupe. Alors, Ngambous, il n'a pas encore joué, mais on attend encore une masterclass de Ipsayen. Ouais, bah en plus, alors ce week-end il a fait une rentrée, on en parlera juste après, mais il a fait une petite rentrée, donc il s'est pas fatigué, donc il va pouvoir marcher sur les Italiens. Bon, on l'espère et on lui souhaite avec Chan Mousquet aussi qu'on surveillera évidemment. Du coup, tu mentionnais le match de ce week-end des Espoirs qui se déplaçaient à Toulouse avec Richard Darambide dans le bus et qui a malheureusement perdu 33-15, bon, face à un peu l'ogre de cette poule. Match que tu as pu regarder, Yann, parce que Toulouse fait les choses bien. Ça, il faut le dire, hein, quand même Oui. régulièrement. Tu vois, on se disait qu'il fallait s'inspirer des bonnes choses de Toulouse. On mentionnait le point infirmerie, du coup, que maintenant l'UBB fait. Eh bien, est-ce que la prochaine étape, c'est pas de diffuser les matchs des espoirs sur Twitch, comme peut le faire le Stade Toulousain? Ouais, c'était sympa. Alors il y a eu 20 minutes chaotiques où il n'y a pas d'image, mais mais après on a pu voir tout le match. Bon, malheureusement on s'est fait un peu rouler dessus puisqu'à la mi-temps, je crois qu'il n'y a plus de match puisqu'on est de mémoire, on doit Ouais. être à 28 à 3 à la mi-temps, quasiment. Donc Ouais, il y a plus de 20 points d'écart. Ouais. ouais, donc bon, on s'est fait un peu marcher dessus. Derrière, tu vois que c'est bon. Tu sens qu'ils sont au-dessus et que c'est probablement eux qui gagneront le championnat e-sport cette année. Ouais. Ça va être très compliqué d'aller les chercher. Et nous, on a été globalement en difficulté. Alors après, la deuxième mi-temps était plutôt bonne. On avait le vent, on a réussi à récupérer un peu plus de ballons. J'ai bien aimé l'entrée de certains troisième lignes. Et on a été plutôt performant en deuxième mi-temps, mais on a loupé trop d'actions d'essai. On a campé Ouais. chez eux, mais on a peu marqué quoi. Bon, en tout cas, au classement Réchel, du coup, on reste troisième derrière donc, le Stade Toulousain qui est loin devant. Ils ont 17 points d'avance sur nous, ils ont 53 points et nous 36. Le Stade Rochelet, 46 points. Et derrière nous, c'est le Racing avec 31 points. On rappelle que chez les Réchel, du coup, c'est les 4 premiers qui sont qualifiés pour les phases finales. Donc, si on regarde le cinquième qui est Brive, ils ont 24 points, donc on a 12 points d'avance. Donc, ça sent plutôt bon pour les phases finales. Donc, ça peut être très cool à suivre au printemps. En tout cas, il faudra se rattraper à Rouen, mais ce sera que le 22 mars. Donc, il y a un mois de pause chez les Réchel. Voilà pour les actus du club. On passe tout de suite à la présentation de l'espoir. Présentez-vous. Qui je suis? Les gars, qui je suis? Et ce samedi, Yann, tu me disais qu'il y avait un petit joueur qui t'avait tapé dans l'œil, qui est arrivé en août de Balma, donc en banlieue toulousaine. Il jouait au rugby à 13 et il avait été pas mal blessé dans ces dernières saisons visiblement. Donc il pratique que le rugby à 15 depuis 2 ans, ce cher Bobby Bissu. Est-ce que tu peux nous le présenter? Ouais, c'est alors voilà, quand je peux voir les matchs, du coup c'est une impression sur un match, mais globalement après j'ai demandé à d'autres personnes et c'est un peu une petite révélation de ce début de saison. Ce joueur, alors c'est un troisième ligne. Alors là, il jouait 8 mais je pense qu'il peut aisément passer troisième ligne aile. En fait, il a à peine 18 ans et il est déjà extrêmement physique. C'est-à-dire qu'il a vraiment un physique déjà mature et il a des qualités qui soient athlétiques, que ce soit vitesse, percussion,
On voit qu'il a fait du 13 parce qu'il a des mains. Donc un bel athlète qui m'a beaucoup surpris parce on a beaucoup subi en première mi-temps face au Stade Toulousain et il a réussi à nous remettre dans l'avancée avec des percussions, avec son activité, etc. Avec Ngambou, c'est les deux joueurs de la première mi-temps qui ont vraiment été performants. Malheureusement, je crois qu'il s'est un peu blessé je l'ai pas revu en deuxième mi-temps, donc j'ai pas d'écho sur ça. Mais je pense qu'il est sorti blessé. C'est pour ça qu'on l'a pas vu en deuxième mi-temps. Mais vraiment un joueur très surprenant, très bon. Encore un troisième ligne, donc j'ai l'impression qu'on forme que des troisième lignes en ce moment. Bien sur la troisième ligne, ouais. Mais vraiment, voilà, j'espère pouvoir regarder d'autres matchs de lui pour confirmer ou pas mon impression. Mais c'était assez intéressant. Et puis il y avait aussi, j'ai même fait une vidéo sur lui sur mon compte Twitter. Et aussi une vidéo d'un autre petit joueur qui, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais d'un talon qu'on a replacé en troisième ligne, qui est Mignot et qui a fait aussi une belle rentrée. Donc voilà. Bah écoute, on se le garde sous la pédale et on espère que l'UBB imitera le Stade Toulousain et nous diffusera des matchs sur Twitch. Alors évidemment, il n'y aura pas des milliers et des milliers de téléspectateurs, mais c'est vrai que c'est toujours sympa de pouvoir retrouver la diffusion de ces matchs-là quand on peut les voir. Voilà, c'est la fin de cet épisode qui était bien chargé, donc on est ravis du retour du top 14 et on risque d'avoir un épisode aussi bien chargé la semaine prochaine avec tout ce week-end de rugby qui nous attend. Voilà, Ouais. on s'est régalé avec Romain de Clermont. Merci beaucoup Yann. Mais merci mon Cyril. Et mille excuses encore à nos auditeurs pour ce petit retard dans la publication de cet épisode. Voilà, on espère que vous allez en profiter jusqu'au match de Clermont ce dimanche soir, 21h à Chaban. Ciao, ciao! Ciao tout le monde.